Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Les rumeurs de l'ouverture prochaine d'une mosquée au centre-ville de Valleyfield fait réagir énormément dans la région et sur les réseaux sociaux. Il s'est dit beaucoup de choses, il s'est écrit beaucoup de choses. C'est un débat qui est émotif. Et pour le traiter d'une façon un peu plus froide, nous allons aborder l'aspect légal du sujet avec Simon Vincent, qui est nouvellement chroniqueur à Info sur Roi, chroniqueur d'actualité judiciaire. Tu es également, Simon, bachelier en droit et bachelier en philosophie politique, c'est exact? Oui, c'est exact. Bien, premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, mais ça me fait vraiment plaisir. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que le Centre culturel islamique à Valleyfield, il est ouvert depuis 2009. Oui, exactement. En fait, il y a eu toute une controverse. En fait, je crois que c'était en fin de semaine dernière, à l'effet que la mosquée allait ouvrir, puis ça a soulevé les craintes des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences? En fait, c'est ouvert depuis 2009. Donc, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas un nouveau projet. Si ces inquiétudes-là avaient eu à ressortir, il aurait pu ressortir un peu avant. Oui, je sais qu'il y a eu quelques inquiétudes manifestées en 2009, mais bon, ça n'avait pas été très, très majeur à l'époque. Mais bon, considérant le contexte politique dernièrement avec l'État islamique, les burqas, les histoires de charte des valeurs, ça a pris une toute autre tournure dernièrement. Et c'est justement là-dessus que tu fais tes chroniques sur Info sur Roi, l'actualité judiciaire. Donc, tu vas nous traiter au fil des semaines des sujets chauds dans l'actualité. Donc, comme tu disais, les musulmans sont dans l'actualité un peu partout en ce moment. Ta première chronique parlait du niqab. Celle-là, la chronique actuellement s'appelle Musulmans, Valleyfield, témoins de Jéhovah et Maurice Duplessis. Dans cette chronique-là, tu racontes donc que certains citoyens en ce moment s'opposent et demandent à la ville de bloquer, carrément fermer dans le fond, le centre culturel islamique. On a vu un peu la même chose à Shawinigan, sensiblement le même problème. Shawinigan, la ville a décidé d'agir, mais là, ici, on est en terrain glissant un peu au niveau légal. Oui, effectivement. En fait, c'est qu'un conseil municipal, c'est considéré comme un décideur administratif. Quand un décideur administratif désire prendre une décision, évidemment, il doit tenir compte des éléments qui sont pertinents au regard de la loi. Puis là, la question se pose, est-ce que le fait que les demandeurs, des demandeurs hypothétiques d'une modification de zonage ou d'un permis d'occupation soient des musulmans, est-ce que c'est un motif pertinent aux yeux de la loi dont on doit tenir compte? Donc, dans mon article, au fond, j'essaie de raconter une histoire pour mettre en perspective ce genre de problématique, un peu pour inviter les gens à considérer que c'est peut-être pas effectivement un motif pertinent dont devrait tenir compte un conseil municipal. Justement, l'histoire dont tu te sers pour nous servir de ça, tu fais un lien intéressant avec une affaire qui remonte aussi loin que 1937, alors que Maurice Duplessis, le premier ministre à l'époque, d'où le titre de ton article, il y avait eu une affaire qui était semblable à ça, mais cette fois-ci du côté plus des témoins de Jéhovah. Peux-tu expliquer un peu le lien qu'il y a entre les deux affaires? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières décisions qui a établi le droit concernant ce genre de questions-là. En fait, l'affaire la décision remonte à 1959. OK. Et c'était Maurice Duplessis à l'époque avait fait passer une loi qui s'appelait la loi du cadenas, qui interdisait notamment d'utiliser des locaux pour se livrer à de la propagande pour les communistes et pour les témoins de Jéhovah ou toute autre personne qui pouvait constituer une menace pour le Québec aux yeux de Maurice Duplessis. Conséquemment, il y avait beaucoup de témoins de Jéhovah qui étaient arrêtés arbitrairement. Et il y avait un témoin de Jéhovah qui était assez riche, qui s'appelait Frank Roncarelli, qui, lui, payait systématiquement les cautions des témoins de Jéhovah pour qu'ils soient relâchés. Et ça ne devait pas plaire à M. Duplessis. Pardon? Ça ne devait pas plaire à M. Duplessis. Non, M. Duplessis n'aimait pas beaucoup qu'on le remette en question. Surtout à cette époque-là, politique au Québec, les politiciens en général ne se faisaient pas très, très souvent défier par la population. Donc, Maurice Duplessis a agi, a appelé son bon ami, qui était gérant de la Régie des alcools à l'époque, pour qu'il retire son permis d'alcool à Frank Roncarelli, qui lui était restaurateur et qui tirait là la majorité de ses profits. Donc, Maurice Duplessis fait d'une pierre deux coups. En quelque part, il permet de nuire aux témoins de Jéhovah et en même temps d'empêcher quelqu'un de payer des cautions pour s'assurer que sa loi est force probante. Et ça, j'imagine que plus tard, si tu en parles dans ton article, c'est probablement parce que plus tard, cette histoire-là s'est avérée se retourner contre M. Duplessis, j'imagine. Oui, exactement. En fait, comme je l'ai mentionné précédemment, M. Roncarelli n'allait pas se laisser faire. Comme je vous ai dit, c'est un homme qui avait les moyens de se défendre et qui a traîné Maurice Duplessis jusqu'en Cour suprême pour contredire sa décision. Puis au fond, son argument, c'était que
le fait que M. Roncarelli soit un témoin de Jéhovah, c'est un élément qui était absolument pas pertinent pour annuler son permis d'alcool. C'est un peu ce que le juge va reprendre dans sa décision. Il va dire, même si la loi permet à un décideur de faire tout ce qu'il veut en tout temps, ils ne peuvent pas nécessairement utiliser des motifs qui ne sont pas pertinents aux yeux de la loi. Par exemple, il ne pourra pas décider d'annuler un permis à quelqu'un parce qu'il a les cheveux roux, ou pour des motifs discriminatoires. Et là, ça fait donc jurisprudence, d'où le lien avec l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Ça peut être un peu la même situation qui se passe ici au niveau légal. Bien, évidemment, je ne peux pas donner d'avis juridique sur la question. Mon but, c'était un peu de prendre toute la tourmente sociale, essayer de mettre ça en perspective avec une histoire qui est arrivée au Québec, qui, oui, a eu un énorme retentissement en jurisprudence. Évidemment, dans cette affaire-là, il y a toutes sortes de petites subtilités qui pourraient être utilisées. On pourrait dire que non, c'est pas vrai. En fait, il pourrait annuler un permis d'occupation ou annuler une demande de modification de zonage. Mais bon, je trouvais que c'était une belle petite histoire pertinente qui était importante dans l'histoire du Québec, qui permettait de bien mettre en perspective ce qui s'était produit. Bien, merci beaucoup, Simon. Je vais continuer à te lire avec intérêt et au plaisir de se reparler plus tard. Ben oui, au plaisir. Merci.